Il m'arrive à l'occasion de faire des cours sur l'histoire de l'État et l'histoire de l'administration. Car l'État semble une chose tout à fait évidente pour nous modernes. Or, ce n'est pas. Une société n'a pas a priori besoin d'un État. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, ce n'est pas une nation. Donc, on a tendance souvent à établir un signe d'équivalence entre État et nation. Ce n'est pas ça. Un État, ce n'est pas un territoire. C'est aussi un lieu commun où, finalement, qui conduit à une confusion. Un État n'est pas synonyme de gouvernement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, c'est un ensemble d'institutions, j'insiste sur ce terme, qui sont mises en place à un moment donné, qui évoluent par des élites qui dominent la population, qui se justifient par un certain nombre de besoins aux yeux de cette classe dirigeante et qui la légitime dans son pouvoir de domination comme la protection d'un territoire, comme le maintien de l'ordre, comme certains travaux. Je parle d'infrastructures ou creusement de canaux, en parlant d'Antiquité. Voilà quelques-unes ou plutôt quelques-uns des besoins auxquels vont répondre la création d'institutions. L'armée, la création de tribunaux, la justice, la création d'une administration financière destinée à lever des impôts, la création également d'un service de maintien de l'ordre, la création d'une diplomatie pour tenter de régler des problèmes avec des puissances voisines, et l'État, qui est dans les faits et à l'origine entre les mains de classe ou d'une classe dominante, doit bien sûr se légitimer aux yeux de la population pour tenir. L'État, ou les proto-États, sont nés au Proche-Orient il y a un peu plus de 5000 ans. L'État dont il est question dans ce cours, c'est l'État romain. Donc ce n'est pas un État qui est, comment dirais-je, aussi ancien qu'on pourrait l'imaginer. Il y a eu de nombreux États ou proto-États avant l'Empire romain. Cet État romain a un certain nombre de caractéristiques, et parmi ces caractéristiques se pose un problème qui est essentiel pour tout État, c'est d'avoir des ressources financières qui lui permettent de payer des troupes, de
payer une administration, de payer des travaux de prestige, et c'est ce que nous allons voir ensemble, mais cela nécessite, bien entendu, un certain nombre de recettes. Et ces recettes, elles ont pour nom essentiellement les impôts, les taxes, mais il y a aussi des obligations qui peuvent être demandées à la population ou à une partie d'entre elles pour le recrutement des militaires, pour l'alimentation de la population, pour la réquisition de logements. Donc il ne s'agit pas seulement d'obligations en numéraire, donc d'impôts ou de taxes au sens strict, mais il peut y avoir aussi des obligations qui répondront aux nécessités de l'État. Je verrai avec vous dans un dernier temps comment à Rome fonctionne pendant les siècles que nous allons étudier ensemble, c'est-à-dire la période de l'Empire romain qui s'étend de la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère jusqu'au début du VIe siècle, comment donc une administration est mise en place, ou plutôt évolue depuis le Haut Empire romain, et répond donc aux nécessités de l'État par la perception d'impôts, par le contrôle de cette perception d'impôts, également par la mise en place d'une trésorerie. Vous savez que le problème des impôts est essentiel. Avez-vous déjà vu dans nos pays, partout ailleurs d'ailleurs, une campagne électorale où on ne parle pas du budget de l'État? C'est pas possible. Je dirais même que c'est une des priorités dans les élections, qu'elles soient législatives, présidentielles ou communales. On parle toujours de la fiscalité. À notre époque, nous vivons donc dans des systèmes dits démocratiques où les citoyens ont leur mot à dire, ce qui n'a pas toujours été le cas, comme vous le savez. Et par conséquent, les gens veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, quels services on va leur offrir, quels sont les besoins qui existent dans la population auxquels l'État ou une subdivision de l'État va essayer de trouver des solutions justement sur le plan financier, mais dès lors, la population souhaitera savoir quelles seront les ressources de la commune, de la province, chez nous, de la région, du pays, voire de l'Union européenne, car il n'y a pas de dépenses sans recettes. Et donc, suivant votre niveau de fortune, suivant vos besoins, logiquement, vous allez voter pour l'un ou pour l'autre, parce que vous allez raisonner en fonction de vos besoins et de vos capacités financières. Et pas seulement vos capacités financières, vos désirs aussi, parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas envie d'avoir payé pour les autres. Vous comprenez, hein? Donc ça, c'est un problème éternel. Nous allons donc ici voir un petit peu le cas donc de la fiscalité dans l'Empire romain du IIIe au VIe siècle de notre ère. Quelles sont les sources dont nous disposons? Car quand on fait l'histoire, le problème premier qui se pose, c'est pas seulement d'avoir des questions intéressantes, c'est de savoir si on va avoir des documents qui vont permettre de répondre aux questions que l'on se pose. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on travaille sur des époques reculées. La période ici considérée remonte à plus d'un millénaire et demi.
Donc vous imaginez qu'on n'a pas des masses de choses. Quoique, justement, pour la fiscalité, on est souvent mieux documenté que pour plein d'autres secteurs, parce que la levée des impôts nécessite la mise en place d'une administration qui laisse des traces. La plupart d'entre vous ne sont pas encore soumis au régime de la déclaration des revenus au mois de juin, mais ça vous arrivera sous peu, enfin je vous le souhaite, parce que sinon ça veut dire que vous serez des étudiants prolongés ou que vraiment vous serez délaissés pour compte dans la société, ce que je ne vous souhaite vraiment pas. Et donc vous allez vous rendre compte que vous allez devoir remplir des tas de documents et qu'il faudra des attestations pour éventuellement avoir des déductions diverses, entre autres choses. Donc l'administration fiscale produit beaucoup de documents. Et c'est une chance pour les historiens. C'est une chance parce que grâce aux administrations fiscales, on peut savoir plein de choses. Pas seulement, je dirais, sur le système financier, sur l'État, mais vous pouvez savoir plein de choses sur la propriété, sur les revenus des gens, sur leurs dépenses. Et donc, vous pouvez accéder à l'histoire quotidienne, à l'économie et à la société. Donc, vous voyez que l'histoire fiscale est une source essentielle pour comprendre les sociétés anciennes. Mais encore faut-il qu'il y ait des sources. Il se fait que pour l'époque qui nous intéresse, les sources sont relativement nombreuses. Alors, elles sont de quel type? Il y a tout d'abord et essentiellement des sources juridiques. C'est une période pour laquelle on a des codes juridiques, qui indiquent précisément qui est soumis à quel impôt et dans quelle quantité. Parmi ces codes, il y en a un qui est particulièrement célèbre, mais il y en a eu bien d'autres avant, bien sûr. C'est le code de l'empereur Justinien, l'empereur romain d'Orient, qui date justement du VIe siècle. Donc ce n'est pas par hasard que mon terminus ad quem, ici, la fin de ma tranche chronologique, va jusqu'au VIe siècle. Donc il ne faut pas y voir une décision arbitraire de ma part. À côté de ça, vous avez aussi des inscriptions. Mais je dirais que les codes juridiques sont une source vraiment majeure. Le problème, c'est que les sources juridiques, ce sont des sources normatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans les codes, on vous indique ce que l'on doit faire, ce que l'on est en droit d'attendre des citoyens, puisque, comme vous le savez, à partir depuis 212, depuis l'édit de Caracalla, tous les habitants libres de l'Empire sont devenus citoyens. Mais une source normative n'indique pas toujours la réalité. Donc ça veut dire que lorsque dans certains édits, donc des lois, des ordonnances qui émanent des empereurs, il y a répétition. Un édit est répété plusieurs fois. Ça ne signifie pas que pour autant les impôts, on n'arrête pas d'en demander. Ça veut dire surtout que si on doit répéter l'édit, ça veut dire que peut-être les gens ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Sinon, on ne voit pas pourquoi il y aurait cette législation comme ça, pléthorique. Donc, tout le travail de l'historien, tout le travail de la critique historique cherche justement à essayer de définir si l'inflation législative est une preuve d'une augmentation des impôts, d'un encadrement de la société par une sorte d'état tentaculaire, d'état totalitaire, ou au contraire, si ça ne montre pas justement la faiblesse des moyens de l'État pour percevoir les impôts. Donc vous voyez qu'il faut en faire vraiment une lecture critique.
J'en arrive maintenant à mon cours proprement dit, c'est-à-dire au budget de l'État. Le budget de l'État comprend deux postes. Un premier poste, les dépenses, et un deuxième poste, les recettes. C'est comme un livre de comptes, vous avez un registre devant vous, vous tracez une ligne au milieu de votre page, et théoriquement, en bas de la page, à la fin de l'année, il faudrait qu'il y ait correspondance. Si vous dépensez plus que ce que vous avez, vous êtes en déficit. Si, au contraire, vous n'avez pas tout dépensé, vous êtes en boni. Et cet argent va pouvoir servir pour les années ultérieures, et ça va permettre éventuellement de diminuer les impôts, ce qui est très rare en général. Vous savez, on préfère mettre ça en trésorerie. Il peut y avoir aussi une confusion entre les affaires privées et les affaires publiques. Je ne vois pas vous faire un petit dessin, mais dans un certain nombre d'États ou de proto-États, ou en tout cas d'États qui se prétendent, qui se définissent comme tels, sur certains continents, je pense en Afrique en particulier, vous savez très bien qu'il y a souvent confusion, ou il y a eu jadis confusion entre la caisse privée du dictateur et les caisses publiques, ce qui veut dire que les caisses publiques servaient à alimenter le budget privé des élites, justement, du dictateur, parce qu'à ce moment-là, ça lui permet de corrompre des gens. Quand vous avez de l'argent de côté, de temps en temps, vous pouvez sortir cet argent pour avoir des gens de votre côté et payer cher, quoi. Oui, donc ça sert à la corruption. Je vais revenir là-dessus lorsqu'on va passer justement à l'administration des finances et on verra qu'il y a justement deux caisses, une caisse privée et une caisse justement impériale qui sert donc pour les affaires publiques. Première dépense, elle est liée à un besoin tout à fait essentiel et c'est pour ça que je commence par ce poste-là, c'est l'alimentation. Ben oui. Il se fait que le peuple est la plus grande menace pour un pouvoir en place. Le peuple est nombreux et dans un État sous-développé comme l'était l'Empire romain, vous devez imaginer que c'était un État, l'expression n'a plus cours maintenant, mais c'était un État du tiers-monde, c'était un État sous-développé. Se posait au premier chef, pour les dirigeants, le problème de la nourriture pour la plèbe de Rome d'abord, et ensuite, à partir du IVe siècle, je dirais, pour le peuple de Constantinople. Puisque Constantinople, à partir de Constantin, devient la vraie capitale de l'Empire romain, même si Rome l'est toujours officiellement. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, César et Auguste, donc bien avant la période dont je m'occupe ici, César et Auguste, je n'ai pas de chance évidemment, parce que évidemment le soleil, tu pourrais peut-être rapprocher là-haut, voilà. Tirer de telle manière que je n'ai pas le soleil dans la figure. Voilà, tout au-dessus, essaye de... Oui, donc dans l'autre sens. Merci, voilà, c'est très gentil. Oui, donc j'étais en train de vous dire que César et Auguste ont rendu le service de l'annone, A-N-O-N-E, annone, ça vient d'un mot latin, annona, qui veut dire le blé, céréales, autrement dit, que le service, ont décidé que le service de l'annone serait gratuit. Autrement dit, les ayants droit, c'est-à-dire les citoyens romains à l'époque, puisque la citoyenneté romaine, elle est limitée avant l'édit de Caracalla, eh bien que la plèbe romaine, donc,
puissent disposer de quoi se nourrir, de quoi boire également, et les ayants droit disposent d'une certaine quantité qui est fixée. Autrement dit, c'est un système qui annonce à 2000 ans de distance cet état-providence qui a existé à un moment donné, qui existe toujours dans nos régions, même s'il se réduit progressivement. Et il se fait que, depuis plusieurs siècles d'ailleurs, même depuis l'Ancien Régime, dans nos régions, il y avait ce que l'on appelait, donc en Belgique, les tables du Saint-Esprit, qui permettaient aux pauvres, aux mendiants, de pouvoir disposer de quoi se nourrir, de quoi se manger. Dans nos régions, au XVIIIe siècle, il y a près du tiers de la population qui est en état de pauvreté, voire de mendicité. Et donc, ce n'est pas du tout dans un souci de bienveillance que l'on donne de quoi manger aux pauvres. C'est dans un souci, pour les élites, de se protéger contre une menace réelle, contre les émeutes de la population. Il y a un historien français, décédé maintenant, il s'appelait Louis Chevalier, qui, en France, avait publié un livre qui s'appelait « Classe laborieuse, classe dangereuse ». C'est un spécialiste de l'histoire de Paris. On pourrait étendre ce titre et dire pas seulement classe laborieuse, classe dangereuse, ce serait celui-ci, même l'inverse. Les classes qui n'ont pas de boulot sont dangereuses parce qu'il faut les occuper d'une manière ou d'une autre. Soit on leur donne à manger, soit elles se révoltent. Et pour être tout à fait sûr qu'elles ne se révoltent pas, il y a des distributions à certains moments, même d'argent, et surtout, il faut leur occuper l'esprit par des jeux. Vous connaissez la phrase de Juvénal du 1er siècle de notre ère, le peuple a besoin de pain et de jeux. Panem et circenses, donc de pain et de jeux. Réfléchissez un petit peu à notre société. Il y a des allocations de chômage, mais qui sont réduites de plus en plus, qui sont limitées dans le temps. Et il y a des conditions pour y accéder. Le CPS, même chose. Il y a la télévision. Il y a les jeux. Je pense aux portables, je pense aux ordinateurs. Et quand les gens s'occupent à ces jeux, qui sont parfois assez primaires dans leur conception, pas toujours, ou regardent la télévision, regardent des jeux justement à la télévision, vous savez qu'entre 6 et 7 heures du soir, sur la plupart des chaînes, on trouve des jeux qui ne sont pas spécialement des jeux qui permettent à l'intelligence de se développer. Alors on me dira, oui, les gens, quand ils reviennent du travail, ils sont fatigués, ils ont envie de se détendre. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces gens-là qui regardent la télévision. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot, etc. Et c'est une manière d'occuper la population. Alors évidemment, ceux qui sont derrière ne sont pas des gens qui ont un projet de ce type-là, mais en tout cas, le pouvoir, lui, instrumentalise la technologie et ça l'arrange. Vous imaginez s'il n'y avait pas la télévision, s'il n'y avait pas les matchs de foot, etc. Et si les gens n'avaient pas de travail, et s'il n'y avait pas le CPS, qu'est-ce qu'ils feraient? Oui, s'ils n'ont pas d'argent que pour passer leur temps au café, au XIXe siècle, il y avait comme ça, l'alcoolisme était très développé. Il y a des
des gens qui dépensaient toute leur paye au début du mois, et puis c'était la misère le reste du temps. Mais il y a eu des révolutions aussi. Maintenant, il n'y a plus de révolution. Les gens sont tétanisés, ils sont... Qu'est-ce que vous voulez? On leur donne juste ce qu'il faut pour manger, et surtout, ce qui coûte le moins cher, ce sont évidemment les choses qui sont les moins bonnes pour la santé. Donc les gens, ils mangent des choses qui sont grasses, du sel, bon, enfin, vous voyez, toutes des choses, coca, tout ce qu'il faut pour devenir comme des animaux dans une ferme, hein, qui, dans leurs quelques mètres carrés, dans leur petit studio, ils ne pensent plus, et le pouvoir peut continuer à fonctionner, au profit des élites, bien entendu. Hein. Alors, je vous ai dit que ceux qui bénéficient du service gratuit de la nonne, ce sont évidemment ceux qui habitent à Rome et bientôt ceux qui vont habiter à Constantinople. À Rome, dans l'Haut Empire, 1er, 2e siècle, il y a 1 million d'habitants. Vous devez vous dire que cette ville, peut-être l'ai-je déjà rappelé en d'autres circonstances, 1 million d'habitants à cette époque-là, c'est l'équivalent d'une mégalopole de 20 millions d'habitants comme le Caire, Lagos ou une ville d'Amérique du Sud ou une mégalopole en Inde. Donc ce sont des gens qu'il faut absolument faire taire. Et quand on donne à manger aux gens, ben, on les neutralise. Hein. Pourquoi vous voulez qu'ils rouspètent? Le pouvoir politique n'intéresse pas la population. Ce que la population veut, c'est des services. Vous êtes d'accord? Il y a des individus qui aiment le pouvoir, entendons-nous bien, mais la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est des services, hein, si possible gratuits, hein, et le reste du temps, ben, hein, ils se taisent, et nous avons le pouvoir. Autre besoin, mais cette fois-ci, ce n'est plus les besoins de la population, ce sont les besoins de l'État. Car l'État, je vous ai dit, c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent au profit d'une élite. Donc, l'objectif de l'État, ce n'est pas tant de répondre aux besoins de la population que de répondre à ses besoins à lui, qui lui permet de dominer la population, voire de l'oppresser. Il y a tout d'abord la protection des territoires. Pour cela, il y a des armées qui sont mises en place. Je ne reviens pas sur mon cours précédent qui portait justement sur l'armée à l'époque de l'Empire. Deuxième élément, le pouvoir doit légitimer sur le plan idéologique le pouvoir qu'il a, la place qu'il occupe, la force qui lui permet de dominer. Et pour cela, un des moyens, et en tout cas c'était celui qui était utilisé dans l'Antiquité romaine, c'était de construire des bâtiments de prestige en l'honneur de l'un ou l'autre empereur, ou la construction de thermes, ou la construction d'amphithéâtres, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui permet aux dirigeants, aux empereurs de montrer qu'ils sont puissants. C'est une manière aussi, quand on construit de tels bâtiments, de faire peur aussi à la population. Parce que si vous êtes suffisamment riche que pour construire tel et tel arc de triomphe, tel ou tel bâtiment public, eh bien ça veut dire que vous en montrez à la population. Et la population se sent donc petite face à ça. Mais vous savez, vous avez eu l'occasion de suivre les élections américaines, maintenant françaises, vous voyez très bien que les dirigeants font toujours appel à la grandeur de leur pays. Dans leur pays d'abord. First America. La grandeur de la France. Je peux vous dire ça pour tous les pays, parce que ce sont des exemples que nous avons en tête maintenant, au début de 2017. En Belgique, on n'évoque pas la grandeur. C'est un pays, non. En Flandre,
un petit peu, mais certainement pas en Wallonie. Non. Mais enfin, c'est quand même intéressant de noter qu'il y a des phénomènes récurrents, parce que ça répond à une logique qui est celle il y a près de 5000 ans, donc au Proche-Orient, qui est donc de justifier une domination sur les populations par toute une série d'actes de prestige. Il y a bien sûr l'administration, parce qu'il faut faire fonctionner tout cela. Et l'administration constitue une sorte d'État dans l'État à un moment donné. Et vous savez que on n'arrête pas de parler de la bureaucratie, qui est une sorte de serpent qui se mange la queue, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de produire des documents, une législation inflationniste qui nécessite de plus en plus de fonctionnaires. Il faut les payer, mais il faut les payer avec quoi? Donc il faut les payer avec des impôts. Et donc vous voyez que c'est une mécanique qui est vécue comme absurde, puisque pour lever des impôts, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, on est obligé d'engager des fonctionnaires. Maintenant, c'est vrai qu'avec la numérisation dans l'administration, ben là, on peut dégager, évidemment, au sens littéral, malheureusement, un certain nombre d'agents publics. Mais alors se pose le problème, on n'a plus d'emploi. Si on n'a plus d'emploi, ça veut dire quoi? Ben, on ne consomme plus. Si on ne consomme plus, l'économie ne marche plus. Si l'économie ne marche plus, on ne fait plus rentrer d'impôts. Donc vous voyez, c'est la quadrature du cercle qu'on entend dans tous les discours et les débats politiques. Hein? Si on licencie les fonctionnaires, ils ne vont plus consommer, hein, ces gens-là, s'ils sont au chômage. Et puis quoi? Donc vous voyez, c'est une mécanique. Alors ça, c'est le débat entre, en gros, la gauche et la droite. Mais enfin, d'autres étiquettes peuvent être mises là-dessus, le populisme, d'autre part, ou l'État autoritaire et l'État décentralisé. Enfin, il y a différentes appellations que l'on peut mettre sur ce débat, mais en tout cas, c'est un débat que nous connaissons. Sauf qu'à cette époque-là, le débat, il n'existe pas. Puisqu'effectivement, l'empereur, ben, il a tous les pouvoirs. Déjà, je vous ai déjà dit qu'à l'époque du Principat, mis en place par Auguste, et qui va durer en gros 2 siècles, on peut parler d'une façade qui conserve les institutions républicaines partiellement, mais qu'en fait c'est l'empereur qui dirige. Et alors là, à partir du IIIe siècle, c'est l'époque du dominat, et là très clairement l'empereur est le maître, hein, parce que dominat, hein, ça vient du mot dominus, et dominus c'est celui qui domine, c'est le maître. Hein. L'administration, les réformes de Dioclétien et de Constantin, donc à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle de notre ère, vont tripler le nombre des fonctionnaires provinciaux. Donc de nouveau, si on augmente le nombre de fonctionnaires, inévitablement il va falloir trouver de l'argent pour les payer. Et alors ça va augmenter également, dans la même proportion, le service de l'annone. Parce que quand vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à une quantité de céréales gratuitement. C'est donc une partie de votre traitement se fait en nature. Du côté des recettes, maintenant. Du côté des recettes, il y a plusieurs formes d'impôts et surtout un certain nombre d'obligations qui portent donc sur la population. Je les ai évoquées très rapidement dans mon introduction. Je commence donc par les impôts. Il y a 2 types d'impôts. Il y a des impôts ordinaires, réguliers, et il y a des impôts extraordinaires. Et à côté de ça, vous avez encore des taxes et des amendes. Je commence par les impôts ordinaires, les impôts réguliers, donc. Ces impôts réguliers, ils sont payés en or. En effet, dès 309, c'est-à-dire à l'époque de
Constantin une nouvelle monnaie qui va avoir beaucoup de succès est créée. C'est le solidus. Le mot solidus a donné en français le mot sou. Sol sous l'Ancien Régime et sou, c'est un terme qu'on utilise toujours alors que le mot sou ne correspond à aucune unité monétaire. Vous êtes bien d'accord? Maintenant on parle d'euros et on parle de cents. Il n'y a rien d'autre que ça. Et voilà, avant l'époque des francs, il y avait des francs, il y avait des centimes, et les sous n'étaient plus, c'était de nouveau, c'était une expression qui remontait à l'Ancien Régime, mais qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de réalité physique. En fait, cette idée de sous que nous utilisons toujours, elle remonte donc à l'Empire romain, donc à Constantin, qui en 309 crée cette monnaie en or. Les impôts réguliers, il y en a trois. Il y a d'abord la jugatio capitatio, il y a ensuite la gleba et il y a enfin le chrysargire. Je commence d'abord par l'impôt le plus important qui est la jugatio capitatio. De quoi s'agit-il? Cet impôt est créé par Dioclétien. Donc Dioclétien, je rappelle les dates, 284, 305 de notre ère. Donc c'est celui qui a mis en place ce système de gouvernement que l'on appelle la tétrarchie. Dioclétien met en place ce système. À l'origine, cet impôt se paye en nature, mais très rapidement, le paiement en numéraire va s'imposer, autrement dit en solidus, ou en solidi, puisqu'il s'agit d'un pluriel, autrement dit un paiement en monnaie d'or. Quelle est la forme de la jugatio capitatio? Il s'agit d'un impôt qui combine, parce que vous voyez bien, il y a deux mots, il y a jugatio et capitatio, ce sont deux mots qui sont accolés. En fait, ce système comprend et rassemble deux formes. Une première forme qui est un impôt foncier, un impôt sur la terre. Cet impôt sur la terre, c'est donc la jugatio. Et d'autre part, un impôt, ou plutôt la forme de cet impôt, pèse, cet impôt foncier pèse, non pas sur des individus, mais sur des communautés. Parce que le mot caput, qui veut dire tête en latin, pourrait désorienter celui qui lit ce terme-là. Quand on pense à caput, on pense à un impôt par tête. Quand on dit un impôt per capita, ça veut dire que voilà, tous les individus payent chacun quelque chose. Par exemple, les chefs de famille. Ici, c'est pas ça. Le mot caput doit être entendu en tant que communauté. Autrement dit, tous les membres de cette communauté sont responsables, ou plus exactement, sont solidaires pour payer cet impôt de la jugatio capitatio. Vous avez compris que donc, il y a un impôt qui repose sur une communauté, en termes fiscaux, à cette époque-là, on appelle le caput, c'est un mot neutre en latin, caput, mais cet impôt est foncier. La propriété foncière s'appelle juga, J-U-G-A, qui a donné le mot jugatio. Jugatio capitatio, ce sont deux mots féminins en latin. Donc c'est un impôt foncier qui est dû par une communauté, donc une communauté villageoise, dont tous les membres sont solidaires. Alors, vous savez qu'un impôt repose sur une assiette. On parle de l'assiette de l'impôt. Le mot assiette vient du verbe asseoir, tout simplement. Un impôt est assis. Il faut, pour établir le calcul, qu'il y ait un cadastre.
une administration du cadastre qui détermine la superficie des terres possédées par chaque propriétaire, terres qui doivent donc être recensées, et ce recensement s'appelle en latin indictio, donc indiction en français, indiction. Ce recensement va se faire à partir de Constantin. À l'époque de Dioclétien, ça se faisait tous les 5 ans. Et puis à partir de Constantin, ça va se faire tous les 15 ans. Ça veut dire que tous les 15 ans, il y a des agents du fisc spécialisés dans cette tâche qui effectuent le recensement pour savoir si les propriétés ont été modifiées en surface, pour savoir quels sont les nouveaux propriétaires le cas échéant, mais il y a un inconvénient. C'est que les modifications quant aux titulaires, quant aux propriétaires, peuvent être plus rapides que ces périodes de 15 ans. Effectivement, une terre peut être vendue après 7 ou 8 ans. Autrement dit, lorsqu'il va falloir connaître la valeur, autrement dit, faire ce que nous appelons la péréquation cadastrale. Par exemple, à Bruxelles, on l'a plus fait depuis des décennies et des décennies. Il faudra bien la faire un jour parce qu'il y a des quartiers où l'impôt, le précompte immobilier ne correspond plus du tout à la réalité. Parce qu'il y a des quartiers qui jadis étaient des quartiers populaires et qui maintenant sont des quartiers à la mode, qui sont devenus ce qu'on appelle la gentrification, des quartiers bobos, et inversement. Donc, vous allez, comme ça, pendant plusieurs décennies, c'est par exemple mon cas, j'ai acheté une maison dans un quartier populaire. Il se fait que ce quartier populaire à Bruxelles est devenu un quartier à la mode, où les maisons se vendent beaucoup plus cher qu'il y a 25 ans quand j'ai acheté ma maison. Mais moi, je paye toujours le même précompte immobilier, vous comprenez? Et donc, il y a une injustice pour ceux qui habitent dans d'autres quartiers de Bruxelles et qui, eux, payent un impôt immobilier élevé, alors qu'en cas de vente de leur maison, ils n'en auront pas plus que moi. Donc, il y a quelque chose d'injuste. Et donc, c'est ça, ce système de l'indiction. C'est de fixer l'impôt en fonction de la valeur de votre bien. Mais si vous êtes dans une période où ça tourne rapidement, vous pouvez avoir des biens qui valent plus réellement parce qu'ils sont demandés, alors que le recensement se fera quelques années plus tard. Voilà. Donc, avantages et inconvénients. Ce système de l'indiction va être utilisé pendant le Moyen-Âge. Moi, je suis un peu médiéviste, et donc je peux vous dire que dans les actes au Moyen-Âge, un des moyens qui permettait de dater les actes, eh bien, c'était justement d'indiquer l'indiction. Alors qu'il n'y a plus d'indiction au Moyen-Âge, entendons-nous bien, mais c'est un système où, tous les 15 ans, on continue à dire c'est la première indiction, c'est la troisième indiction, c'est la 10e indiction, c'est la 15e indiction. La 15e indiction, vous devez faire 15 fois 15. On est bien d'accord. Et donc, à un moment donné, pendant le Moyen-Âge, on sait que c'est la, allez, je dis n'importe quoi ici, la 42e indiction. Il y a un chiffre comme ça. Donc, on fait 42 fois 15. Et alors, par rapport à la date qui est indiquée sur l'acte, on voit si ça colle bien. Pour voir si c'est pas un faux, s'il n'y a pas quelqu'un, un moine, qui a mal recopié et qui se serait gouré soit sur la date de l'indiction, soit sur la vraie date. Parce que tous les moyens chronologiques sont indiqués, si vous voulez, sur l'acte lui-même. Et donc, c'est un moyen de vérification. Donc, c'est intéressant de voir qu'un système inventé en 300, donc pas en 309, à l'époque de Constantin, au début du IVe siècle, a continué à fonctionner, mais uniquement pour des raisons chronologiques. Mais ça n'avait plus de valeur sur le plan cadastral à ce moment-là, et par rapport à ce que nous appelons maintenant le précompte immobilier. Alors, à côté de ça, je vous ai dit qu'à côté de la iugatio capitatio, vous avez la gleba.
Alors la gléba, c'est un impôt qui repose sur les sénateurs et qui est demandé tous les 4 ans. Vous avez un impôt du même type qui repose sur les professions marchandes, c'est également tous les 4 ans, et que l'on appelle le chrysargire. Le chrysargire. Donc dans chrysargire, la première partie du mot, vous avez chrysos qui veut dire en fait l'or en grec. N'oubliez pas que le grec est la langue utilisée dans la partie orientale de l'Empire. Donc on va avoir des termes comme ça d'origine soit latine, soit grecque. Cet impôt qui, comme la gléba, n'est pas lourd, ce sont plutôt des sommes modiques qui sont demandées aux sénateurs et aux marchands tous les 4 ans, eh bien cet impôt, le chrysargire, va être aboli à l'extrême fin du 5e siècle, en 498, par l'empereur d'Orient, Anastase. Maintenant, à côté de ces impôts réguliers que je viens de citer, la iugatio capitatio, la gléba et le chrysargire, vous avez des impôts extraordinaires, c'est-à-dire des impôts qui ne sont pas réguliers. Et dans ce cadre-là, vous avez un impôt qui est... ce sont des impôts qui seront demandés en 4e siècle et au 5e siècle, lorsqu'il y a des besoins militaires qui correspondent à, vous savez, à des incursions de barbares face auxquelles il faut évidemment faire face, auxquels il faut s'opposer, et alors il y a donc des impôts extraordinaires. Alors, ce sont des super-indictions. Donc ça veut dire qu'on va vous demander des impôts supplémentaires. Cet impôt, en latin, s'appelle coemptiones. Je ne vous demande pas de retenir le nom, coemptiones. Aimere, en latin, ça veut dire acheter. Ça va? Ben, vous connaissez le terme, quand vous achetez un aliment, vous regardez quelle est la date de péremption. Péremption, c'est de savoir s'il est encore achetable ou pas, parce que voilà, il n'est plus consommable au-delà d'une certaine date. Donc on dit péremption. Ici, c'est coemption. Les taxes maintenant. Ben oui, parce qu'à côté des impôts, vous avez des taxes. Alors les taxes, elles reposent, il y a de multiples taxes. Des redevances publiques, elles sont très nombreuses, on les appelle des vectigalia. Et parmi ces taxes que l'on appelle, qui sont toutes les redevances publiques que l'on appelle vectigalia, il y en a certaines, il y a une catégorie à l'intérieur de ces vectigalia, de taxes qui reposent sur les marchandises et que l'on appelle des portoria. Alors, dans quel cas paye-t-on? Eh bien, il y a un certain pourcentage que l'on paye sur les marchandises au moment où elles arrivent sur le marché, où elles franchissent des frontières de province. Donc, ce système va d'ailleurs exister encore au Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les péages au Moyen-Âge et au temps moderne sont multiples. Ils sont multiples. Au Moyen-Âge, on appelle ça des tons-lieux. Au Moyen-Âge, quand vous passez sur un pont qui appartient à un seigneur, il y a un type qui est là avec le douanier du village qui est là, si tu veux passer le pont, tu payes. Et c'est un fonctionnaire du seigneur local. Mais il y en avait partout à cette époque-là. Donc nous, ça nous étonne parce que, avec l'Union européenne, il n'y a même plus de douane quand vous allez en France ou en Espagne. Mais il y a encore une époque au siècle passé où quand vous alliez en France, en Espagne et tout, il y avait des douaniers. Il y avait des douaniers. Donc maintenant, on n'est plus habitué à tout cela. Mais à cette époque-là, c'était de seigneurie à seigneurie au Moyen-Âge. Donc, tout ça, il y a des taxes là-dessus. Maintenant, à côté de tous ces impôts et de ces taxes, il y a 3 types d'obligations. Il y a tout d'abord des obligations en hommes.
Je m'explique. Quand on a besoin de soldats, et ça va devenir régulier, vous savez, un impôt est souvent extraordinaire au début et puis il devient ordinaire et régulier. Donc quand on a besoin de soldats, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chez les propriétaires terriens et tous doivent, en fonction des terres dont ils disposent, donc quand vous êtes un grand propriétaire terrien, vous allez devoir fournir un certain nombre d'hommes, qui sera évidemment plus élevé que si vous êtes un petit propriétaire terrien. Tout cela, on le sait grâce aux addictions, il y a un cadastre. Mais, comme il y a un problème de main-d'œuvre qui se pose au IVe ou au Ve siècle, les propriétaires terriens, plutôt que de fournir des hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont préférer payer en numéraire. Et le numéraire, à cette époque-là, c'est évidemment le solidus, qui est une monnaie en or. Mais quand vous êtes un petit propriétaire, là, se pose un vrai problème. Parce que dans certains cas, ça ne correspond même pas à des solidi. Donc, il va y avoir des petites monnaies comme ça en laiton qui vont circuler, qui correspondent à ce que nous appellerions des cents, si vous voulez. Et là, il va y avoir, ça va être symptomatique d'une société qui est en voie de fracture de plus en plus grande entre les plus riches et les plus pauvres. Ça doit vous rappeler quelques éléments de notre société aussi, pas en tant que symptôme, mais dans l'Empire romain, sous le Bas-Empire, il y a de plus en plus une tendance donc, à l'écartement entre les très riches et les très pauvres. Toutefois, les versements en solidi, donc en monnaie en or, va permettre de recruter des mercenaires, puisqu'on n'a pas des hommes qui viennent des campagnes, puisque les propriétaires préfèrent payer plutôt que de se priver d'une main-d'œuvre bon marché. Cet argent va servir au recrutement de mercenaires. Mais souvenez-vous du coup que je vous ai donné, c'était la semaine passée ou c'était encore cette semaine? On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Donc c'est mardi que je vous ai donné un cours sur l'armée romaine. Bon, je vous avais expliqué qu'il y a un phénomène de barbarisation de la société. Et oui, des mercenaires. Donc on va acheter, ou plutôt louer, enfin salarier plus exactement, on va donner à ces mercenaires, alors comment on appelle ça justement? Une solde. Solde, solidus. Vous voyez maintenant le lien? Et comment on appelle celui qui reçoit une solde? Un soldat. Maintenant, donc, vous connaissez l'origine du mot soldat. Ça vient du mot solde. Alors, cette obligation pour les propriétaires terriens de recruter dans leurs terres un certain nombre d'hommes, et je vous ai dit que cette mesure va être transformée par un échange en numéraire, ça s'appelle la protostasia. Protostasia. Un mot d'origine grecque, bien sûr. La protostasia. Obligation suivante, à côté de l'obligation en homme, c'est l'obligation en travail ou en nature, si vous voulez. En Afrique, c'est-à-dire dans le nord de la Tunisie. En Égypte, l'Égypte, ce n'est pas l'Afrique, c'est une autre province. Les producteurs, les paysans, donc, doivent produire, en n'étant pas rémunérés, des céréales pour nourrir la plèbe de Rome et bientôt la plèbe de Constantinople. Autrement dit, c'est une obligation, donc, en nature ou en travail, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est gratuit.
Donc c'est un impôt qui vous oblige à travailler gratuitement et à produire gratuitement. Mais c'est toujours un impôt en fait. À côté de ça, vous avez des gens fortunés qui sont chargés de transporter d'Afrique, c'est-à-dire du nord de la Tunisie, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de Sicile ou d'Égypte, qui sont des terres riches en blé, qui sont chargés de transporter donc le blé qui est produit dans les provinces que je viens de citer ici, vers Rome ou vers Constantinople. Ces transporteurs, on les appelle les naviculaires. Ça vient évidemment de navis en latin qui veut dire le navire, et puis culaire, c'est un diminutif. Dès que vous avez culus à la fin d'un mot, c'est un diminutif. Ils ne sont pas rémunérés non plus. Enfin, dernier type d'obligation, c'est l'obligation de loger chez vous, à raison d'un tiers de votre habitation, les officiers de l'armée. Vous savez que c'est comme ça lors de toutes les guerres, mais pas, en tout cas chez nous, quoique l'armée peut réquisitionner en temps de guerre. Mais souvenez, vous avez déjà vu des films sur la Deuxième Guerre mondiale, vous avez déjà vu des Allemands qui réquisitionnaient des châteaux, qui réquisitionnaient la mairie, qui réquisitionnaient l'école, ou chez des particuliers. Si vous avez vu le film, le feuilleton qui est passé pendant plus d'un an, Un village français. Vous avez vu ce feuilleton? C'est passé pendant au moins un an, c'était sur France 2 ou France 3, je ne sais plus. On voit qu'il y a des réquisitions de maisons privées, que des officiers allemands logeaient dans les maisons. Mais les officiers de votre propre pays peuvent réquisitionner aussi, bien sûr. Quand on est en temps de guerre, tout le monde l'armée peut réquisitionner. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des lois spéciales qui sont les lois en temps de guerre. Tu fronces les sourcils, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je dis? Non, je me posais une question. Voilà. Donc là, je vous donnais l'exemple. C'est un exemple, quand je vous ai parlé des Allemands, évidemment, ce n'est pas l'exemple ici, puisque c'est à l'intérieur ici même de l'Empire romain, mais c'est parce que vous l'avez peut-être vu à la télévision, donc j'essaie de vous donner une perche par rapport à quelque chose que vous avez pu visualiser récemment sur les petits écrans. Alors, cette obligation de logement s'appelle l'hospitalitas. Donc, on doit donner l'hospitalité donc à ses officiers, à raison d'un tiers de son propre logement. C'est une obligation. Alors, plusieurs de ces obligations, on va les retrouver au Moyen-Âge, parce que quand on fait l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de faire des liens et de montrer les continuités, parce que sinon on parle de l'Antiquité, et puis il y a la coupure, il y a les soi-disant barbares, qui en fait occupaient déjà des tas de places sur le plan militaire et politique dans l'Empire romain dès le IVe siècle, et puis on passe à autre chose. Donc il y a l'Antiquité puis le Moyen-Âge. Mais non, il y a plein de continuités. Et au Moyen-Âge, on a repris toute une série d'institutions qui existaient à l'époque de l'Empire romain. Donc quand je vous ai parlé maintenant de l'hospitalité, mais ça existe, au Moyen-Âge, à l'époque de la féodalité, enfin à l'époque des seigneuries, donc 10e, 13e siècle, à l'époque des seigneuries, je dis bien, donc beaucoup plus tard, c'est le droit de gîte que s'attribue le seigneur. Il peut aller dormir chez un de ses paysans lors d'une chevauchée. Tout ça va être évidemment fixé à un moment donné par des chartes. Il y a un nombre de jours qui est prévu, c'est indiqué dans les chartes par an. Et ça, c'est quand ce sera fixé évidemment et qui montre un rapport de force entre les populations paysannes, les communautés paysannes et les seigneurs. Et alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de recrutement dans la population armée. Ben, c'est ce qu'on appelle aussi, il y a le droit d'ost, enfin le droit, plutôt le devoir d'ost. Vous devez faire partie de l'armée, plutôt de la petite armée d'un seigneur féodal. C'est ce qu'on appelle le droit d'ost et le droit de gîte. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on va retrouver plus tard. Vous savez, les idées en matière de fiscalité, d'imposition, ça ne s'oublie pas, parce qu'on essaie de trouver tous les moyens pour essayer de fonctionner les gens. Mais donc vous voyez que c'est au profit de la classe dirigeante ici.
C'est pas au profit de la population, tout ça, hein, vous êtes bien d'accord. C'est au profit des puissants, de ceux qui dirigent, qui ont un rapport de force qui vous permet justement d'imposer à la population démunie un certain nombre de choses. Maintenant, j'en arrive à l'administration des finances. L'administration des finances, il faut gérer tout ça. Je vous ai parlé longuement du budget, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de dépenses et de besoins à assurer pour la population, pour l'État. Je vous ai parlé longuement des recettes régulières sous forme d'impôts, recettes sous forme d'impôts également ordinaires, les taxes, les amendes, et puis une série d'obligations, le problème des hommes, le problème du logement, le problème de l'alimentation. Donc ce sont des choses qui sont imposées à la population. Maintenant, qui gère tout ça et comment tout ça est géré? Vous imaginez qu'il faut une sérieuse administration, hein? L'Empire romain, c'est pas rien. Alors, il y a le problème de la perception, tout d'abord. Alors, la perception des impôts. J'ai eu l'occasion, je ne sais plus dans quel cours, mais de vous expliquer que les impôts, et c'est valable d'ailleurs dans la France d'Ancien Régime jusqu'au XVIIIe siècle, ne sont pas perçus directement par le pouvoir impérial. Il y a adjudication, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mises en concurrence et qui acceptent de lever les impôts, donc des personnes privées, on les appelle des publicains. Il est question d'ailleurs de publicains dans l'Évangile. Hein. Et ces personnes passent un contrat avec l'État, ils avancent à l'État la somme dont il a besoin, ce qui arrange bien l'État, anticipativement donc. En revanche, ils se chargent de lever eux-mêmes les impôts, a posteriori, mais rien ne se fait gratuitement. Lorsqu'ils perçoivent les impôts, tout à fait légalement d'ailleurs, ils perçoivent leur commission. Ah oui, donc ils lèvent plus que ce qu'ils ont évidemment versé à l'État. Et c'est ce qui fait que ces personnages, les publicains, sont détestés dans la population. Et c'est un moyen aussi pour l'État d'avoir une soupape de sûreté, d'avoir un tampon entre la population et eux-mêmes. Parce que la population en veut directement aux publicains, alors qu'en fait, celui qui commande, c'est l'État. Et je vous ai expliqué ça dans un autre cours, hein, au XVIIe, au XVIIIe siècle, les gabelous étaient détestés, ceux qui levaient la gabelle pour le roi de France. Ben voilà, les fermiers généraux, hein, qui étaient en fait des financiers privés, qui avançaient l'argent à l'État, au roi donc, et qui, eux, après avoir avancé cet argent, tout à fait légalement, récupéraient ces sommes en percevant l'impôt auprès de la population. Mais évidemment, hein, comme Raoul Hennebeau montre à la télévision, il fait toujours comme ça, the pocket. Mais oui, il était rémunéré comme ça, et tout à fait légalement. Hein. Voilà, sans craindre des poursuites. Sauf s'il y avait, évidemment, il pouvait y avoir des cas particuliers. Hein. Alors, progressivement, ce système va, tout en fonctionnant sur base de délégation des personnes privées, donc la privatisation de la perception des impôts existait dans l'Antiquité. Peut-être qu'un jour on arrivera à ça chez nous, vous savez, parce qu'au fond, le libéralisme, il conduit à ce que l'État ne soit réduit à ses fonctions vraiment régaliennes, mais les ultralibéraux, je dirais même les libertariens, je ne parle pas des libertaires, voudraient qu'à un moment donné, mais l'État disparaisse pratiquement, et que tout fonctionne sur base d'adjudication. À la limite, pourquoi pas la police? C'est-à-dire qu'on passe un contrat avec une société privée, comme il en existe, chez Securitas ou d'autres, vous savez, dans les magasins et tout. Ben voilà, la police dans la ville, voilà, serait faite par telle ou telle société. Vous imaginez ce que ça pourrait donner, évidemment, hein? Mais voilà, l'armée aussi, pourquoi pas, à un moment donné. Évidemment, on n'en est pas là. Mais il y a des gens qui souhaiteraient que l'État soit vraiment réduit à ses fonctions régaliennes les plus minces possibles. Oui, peut-être un peu l'armée, la justice, mais rien d'autre. Le reste,
c'est le chacun pour soi, c'est le laisser faire. Voilà. Il y a des gens comme ça, ben c'est le parti de Sarah Palin, même si ici je force un petit peu le trait de ce qui se passe, mais il y a des gens comme ça. Voilà. Alors donc, ce système va se décentraliser. Je vous ai parlé de la privatisation avant, mais la privatisation elle existe depuis le début. Ici, maintenant, je vous parle de la décentralisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'État, qui est toujours présenté comme un État omniprésent, qui serait à l'origine d'ailleurs du déclin de l'Empire romain, eh bien, que cet État, finalement, n'est pas si puissant que ça, parce qu'il doit, à un moment donné, décentraliser ses services, et lui-même n'assume plus les tâches qui étaient les siennes, même si ces tâches étaient privatisées dans le cadre de la perception d'impôts, dans la mesure où les impôts qui étaient dus par les sénateurs, ce seront des sénateurs qui vont pouvoir, donc vous imaginez jusqu'où va la privatisation, du moment qu'ils versent un certain montant, ce n'est pas eux qui devront le payer, ils pourront demander aux gens de payer, puisqu'ils ont les moyens, ils ont la force publique de leur côté pour faire verser les gens. Même chose également pour les membres des conseils municipaux, ce qu'on appelle les curiales. Les conseils municipaux, ce sont les curies. Alors je dis, les conseils municipaux, je pourrais dire aussi que ce sont des sénats locaux, quoi. Les petits parlements des villes. Les parlements des villes. C'est l'équivalent du Sénat à Rome, mais à la dimension d'ailleurs d'une ville qui peut être importante, comme Antioche, Alexandrie ou quoi, mais il y a aussi des toutes petites villes. Eh bien là, cet impôt, un impôt qui était dû par les curiales eux-mêmes, c'est-à-dire par les membres de ces sénateurs locaux, de ces conseillers municipaux, c'est peut-être plus exact de dire ça, enfin, c'est une réalité plus proche, eh bien, ce sont ces conseillers municipaux qui, du moment qu'ils versent la somme, peu importe comment ils l'ont, donc ils vont la demander à leurs administrés, voilà, mais c'est surtout ceux dont on presse le citron. Donc vous voyez que cet État n'est pas aussi puissant qu'on l'a dit. Ce n'est pas un État totalitaire, puisque justement c'est un État qui se liquéfie, puisque lui-même n'agit plus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les sous. Mais donc on est dans un système où la société se délite de privatisation. Donc c'est pas l'image que l'on a traditionnellement du bas empire romain. Alors il y a le contrôle aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas, il y a des gens qui fraudent. Et alors, là, l'État met le paquet, et il y a des exactores, c'est-à-dire des gens, des fonctionnaires qui sont chargés de percevoir les arriérés, ceux qui n'ont pas payé leurs impôts. Donc là, ce n'est pas les fraudeurs, ce sont ceux qui n'ont pas payé à temps. Eh bien, il y a des fonctionnaires qui sont chargés d'aller les chercher dans leur tanière en disant, bon voilà, si tu ne payes pas, ben voilà, t'es dehors, l'État t'exproprie de ta terre, etc., etc. Face à cette menace fiscale, au IVe siècle de notre ère, en Syrie, se met en place un système que l'on appelle le patronage, et qui va avoir un certain succès d'ailleurs au Moyen-Âge. C'est quoi le patronage? Eh bien, ce sont les habitants de communautés qui, plutôt que d'accepter tous les impôts, vont se mettre sous la protection d'un propriétaire foncier, que l'on appelle un patron, et qui va les défendre contre les agents fiscaux. On pourrait appeler ce patron un parrain. C'est la mafia, en fait, vous comprenez? Pour ne pas devoir subir, donc, la pression de l'État, le patron lui-même leur garantit, voilà, s'il y a des agents fiscaux, moi j'ai ma milice, parce que c'est de ça dont il s'agit, j'ai mes soldats privés qui vont décourager, empêcher
ces agents fiscaux devenir dans votre communauté, mais vous pensez bien que ça ne se fait pas gratuitement. Ben, ça ne se fait pas gratuitement, hein, donc pensez, c'est une sorte de mafia. Comment on appelle ça? Le racket. Donc, on te protège, ok, mais toi, en échange, ben, tu vas être, penser au film Parrain, quoi. Donc, moi, je te demande rien dans l'immédiat. Vous vous souvenez de cette scène du Parrain? À un moment donné, il dit, ah non, moi, je ne te demande rien maintenant. Mais peut-être qu'un jour, je te demanderai quelque chose. Vous avez vu ce film, oui, de Francis Ford Coppola? Et puis, alors, il dit, merci Parrain, il se donne des bisous, hein, voilà, il tend sa main, hein, voilà, merci. Et alors, le Parrain, il dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que moi, je veux de l'argent? Non, surtout pas d'argent, mais le jour, et puis l'autre, il doit à un moment donné s'exécuter. Un jour, il lui demande quelque chose, de rafistoler son fils, qui avait été criblé de balles dans une fusillade, là, voilà. Donc, voilà, ben c'est ça, et ce système de patronage, que moi j'appelle un système de parrain, un système de mafieux, finalement, on va avoir un certain succès au Moyen-Âge, parce qu'on va mettre en place un certain nombre. Le patronage est à l'origine d'un système qui évoquera plus tard la féodalité, même si ici on est en Syrie, mais la féodalité existait aussi dans l'Empire romain d'Orient, hein. Pas tout à fait sous la forme de l'Occident, mais il y a eu un système qui ressemblait fameusement, en tout cas. Ce qu'on ne dit pas, évidemment, dans les cours d'histoire. Alors, la trésorerie. La trésorerie. Il y a la trésorerie centrale, il y a deux caisses. Il y a la caisse des largesses sacrées, en fait, c'est la caisse, comment dirais-je, publique de l'empereur, et à côté de ça, il y a une autre caisse qui est la res privata. Littéralement, ça veut dire la chose privée, la res privata. Alors, ces deux caisses sont alimentées essentiellement par des amendes. Il faut savoir d'ailleurs que les constructions très nombreuses que Constantin dont il est à l'origine à Constantinople, viennent de ces deux caisses-là, celle des largesses sacrées et celle de la res privata. La trésorerie, à côté de la trésorerie centrale, il va y avoir progressivement une décentralisation. Vous voyez que cette idée ou ce processus est récurrent. Une décentralisation, parce que progressivement, il va y avoir des caisses préfectorales, et ces caisses préfectorales seront très très importantes. Pourquoi? Parce que les préfets sont à la tête, ce sont les gouverneurs, donc sont à la tête d'une province, et ces caisses préfectorales sont alimentées par l'impôt foncier. Or l'impôt foncier, souvenez-vous ce que c'est, hein? C'est la iugatio capitatio. À côté de ça, il y a des caisses sénatoriales également. J'en arrive à la conclusion, avant de vous montrer les bouquins. Et puis je sais que nous avons encore une petite chose à faire, mais j'espère qu'on pourra la faire rapidement, 5 minutes, après l'enregistrement. Donc, conclusion. L'intérêt d'un cours comme celui-ci, c'est de comprendre ce que c'est que l'État, c'est comprendre pourquoi une administration fiscale est nécessaire au bon fonctionnement de l'État, c'est comprendre surtout que ce phénomène de la fiscalité n'est pas récent du tout, puisqu'on le trouve déjà il y a plus de 1500 ans dans nos régions et sur le pourtour du bassin méditerranéen. Évidemment, en secondaire, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne en tant que tel, mais
parce que c'est un peu trop technique, bien entendu, mais il n'empêche que vous devez absolument essayer de faire passer l'idée que l'Empire romain, c'est pas seulement une armée, c'est une administration fiscale derrière qui permet à l'armée de fonctionner. Je crois qu'il faut initier les élèves déjà de 12, 13, 14 ans quand même à ce que c'est que l'impôt. Parce que l'impôt, on le découvre en général quand on se met à travailler. Moi, je dois vous avouer que j'ai commencé ma carrière à 22 ans comme chercheur. Ben, figurez-vous que je vivais complètement dans les nuages, peut-être encore un petit peu maintenant d'ailleurs, hein, mais à l'époque, quand j'ai reçu mes fiches fiscales de mes revenus pour remplir ma déclaration un an plus tard, je ne comprenais pas que tous les chiffres qui apparaissaient dans les petites cases, c'était ce que je gagnais. Et donc, mécaniquement, je mettais des chiffres. Je me disais, ben oui, c'est une série qui doit correspondre à un matricule ou quoi. Mais je n'avais pas compris que c'était mon argent en brut, en net, que c'était l'impôt de solidarité. Ça veut dire que j'étais vraiment dans les nuages. Hein, donc, je copiais ça mécaniquement. C'était un truc embêtant. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais au fond, c'est ce que je gagne, au fond. Et surtout, ce sur quoi je vais être imposé, bien sûr. Voilà. Mais je crois que quand même, il faut initier tout doucement les enfants, quand même. Vous savez que, voilà, mais tout ce qui... Voilà, que les routes, que les professeurs, bah, si on paye, si on construit des routes, si on paye des infirmières, si on paye des professeurs, c'est parce qu'il y a une administration fiscale, quoi. Sans administration fiscale, bah, voilà, il n'y aurait pas moyen de... Voilà, l'État ne fonctionnerait pas. Maintenant, c'est un choix de dire, est-ce qu'on est pour l'État, pour ou contre l'État? Est-ce que l'on veut plus ou moins d'État? Vous savez très bien que suivant la profession que vous exercez, ben vous allez dire, on ne veut plus d'État, on en veut moins ou on en veut plus. Hein, en Belgique, il y a un slogan bien connu qui est « Tro is te veel », qui est un mélange de français et de néerlandais, et qui résume bien la position de beaucoup de commerçants et d'indépendants. Tro is te veel. Donc, trop, c'est beaucoup trop, littéralement. Hein, tro is te veel. Voilà. La postérité de l'institution dont je vous ai parlé, c'est que, en Orient, jusqu'à la réforme d'Héraclius, donc vers 610, je crois, donc jusqu'au début du 7e siècle, ce système a fonctionné jusqu'à cette époque-là. Et il ne faut pas oublier que, dans ces grandes lignes, on peut dire que l'administration fiscale, avec quelques modifications, celle que je vous ai décrite ici, a fonctionné jusqu'au milieu du XVe siècle à Byzance. Parce que Byzance, c'est rien d'autre que l'Empire romain d'Orient, d'accord? Mais donc, quand vous savez ceci, ben vous savez en gros comment fonctionne l'administration fiscale byzantine. Je dis bien en gros, hein. J'ai fait un cours là-dessus et vous verrez qu'il y a eu quand même des modifications. Mais tenez-vous bien, c'est que l'Empire romain d'Occident disparaît dans la deuxième moitié du 5e siècle de notre ère en Occident, hein, pour laisser place à des royaumes barbares qui se mettent en place progressivement, mais que le système que je vous ai décrit ici, il va en partie tenir du 5e jusqu'au 8e siècle. Donc vous voyez que quand on étudie la fiscalité dans l'Antiquité tardive à Rome, on n'étudie pas simplement le système fiscal dans un État particulier, c'est un État qui a eu des petits. Et que par conséquent, il est intéressant de voir qu'il y a des continuités en histoire. Et que Byzance, d'une part, où là la continuité est tout à fait évidente, mais également dans les royaumes dits barbares d'Occident, vous avez là aussi des survivances du système fiscal du bas-empire romain. Je vous montre rapidement quelques livres. Alors, pour l'époque républicaine de Claude Nicolet, censeur et publicain, économie et fiscalité dans la Rome antique. Donc, ce n'est pas pour la période qu'on a étudiée, c'est bien pour l'époque républicaine, mais c'est un ouvrage tout à fait fondamental.
je vous ai dit que le peuple est dangereux pour le pouvoir. Alors, Zvi Yavetz, qui est un historien israélien, a publié dans sa version française à la découverte un ouvrage passionnant qui s'intitule La plèbe et le prince, foule et vie politique sous le Haut Empire romain. Alors le sous-titre n'est pas tout à fait juste, parce que quand on dit le Haut Empire romain, en fait, ce livre couvre en fait le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le Haut Empire romain. Parce qu'une partie importante du livre concerne César, et puis ça concerne l'époque d'Auguste, de Néron et de Vespasien. Alors, de Peter Garnsey, famine et approvisionnement dans le monde gréco-romain. Les belles lettres. Alors, un auteur essentiel qui a beaucoup travaillé sur la fiscalité et les finances de l'Antiquité tardive à Rome, c'est Jean-Michel Carrier, qui, avec Aline Roussel, a publié une remarquable synthèse dans le cadre de la Nouvelle Histoire de l'Antiquité, tome 10, dans la collection Point Histoire, l'Empire romain en mutation des Sévères à Constantin, 192-337. Ouvrage tout à fait remarquable. Alors, Michel Kaplan, Byzance, publié par le Guide des belles lettres des civilisations. Et là, vous allez voir, il y a tout un chapitre sur la fiscalité et les finances à Byzance, donc dans l'Empire romain d'Orient, et dans ce livre, c'est expliqué de manière très pédagogique. Vous allez voir que ce dont je vous ai parlé est encore très présent. Et enfin, pour faire pendant l'ouvrage de Michel Kaplan pour l'Occident, Bruno Dumézil, Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e-9e siècle, publié chez Talandier. Alors là, vous avez l'histoire de la fonction publique, et en particulier la fonction de l'administration fiscale dans l'Occident, donc après l'Empire romain, pendant le Haut Moyen-Âge. Donc ça permet de voir les continuités. Ce sont des ouvrages relativement récents, pas tous, mais enfin, des ouvrages en tout cas qui gardent toute leur actualité. J'ai dit